Alors, donc, bonjour à tout le monde. Donc, on va nous consacrer aujourd'hui au routage basé sur OSPF. Donc, on va décrire le protocole OSPF. Donc, on a déjà fait les RIP, donc on a fait les TP. Donc, on avait dit que RIP, c'est un protocole à vecteur de distance. D'accord? Donc, alors que OSPF, lui, c'est un protocole de type état des liens, donc link state. Donc, on va voir les concepts de base donc, de OSPF. Donc, OSPF, c'est Open Shortest Path First. D'accord? Donc, c'est un protocole de routage qui est basé sur un algorithme très connu, voilà, qu'on appelle les Open Shortest Path First. D'accord? Donc, c'est un protocole IGP, d'accord? Parce que c'est utilisé dans un système autonome, d'accord? Et il est basé sur les états des liens. Donc, c'est un protocole de type link state. Donc, l'algorithme utilisé est basé sur une métrique la plus fine que la métrique RIP. Donc, les objectifs de cette section, c'est de comprendre donc, les caractéristiques de base et les concepts de base du protocole OSPF. Donc, de comprendre les processus de calcul des routes OSPF et ensuite de pouvoir acquérir des compétences de base dans la configuration de OSPF, voilà, donc sur une topologie. Donc, OSPF, Open Shortest Path First, c'est un protocole IGP. Donc, c'est un protocole de routage interne à un domaine, donc à un système autonome, donc qui est basé sur l'algorithme link state. Donc, c'est un algorithme de type link state sur lequel est basé OSPF. Donc, OSPF, contrairement à RIP, est un protocole qui va s'exécuter directement sur la couche, voilà, sur la couche 3. D'accord? Donc, RIP est un protocole de couche application, donc qui va s'exécuter, d'accord, qui va utiliser la couche transport pour faire les échanges, d'accord. Donc ici, OSPF est un protocole qui va s'exécuter directement sur la couche 3. Donc OSPF a un format de paquet, voilà, particulier, d'accord. Et donc le numéro, d'accord, du protocole OSPF c'est 89. C'est-à-dire dans la trame, on va trouver un paquet, d'accord, et chaque protocole est identifié par un numéro donné, d'accord. Et donc le numéro du protocole OSPF là c'est 89, d'accord. Donc la structure est comme ça. Donc il y a d'abord l'entête de la trame ici, d'accord, l'entête de la trame et la queue de la trame. Et puis ici, on a voilà, donc le paquet IP, puisque bon, c'est transféré par un paquet. Et ici, on va voir maintenant voilà, les paquets OSPF même avec ces détails. D'accord? Donc ça, c'est la façon dont il est encapsulé. Donc maintenant, les paquets OSPF, donc il y a une en-tête. Voilà, chaque paquet OSPF a une en-tête. Et il y a aussi le type, voilà, du paquet OSPF, parce qu'il y a différents types de paquets OSPF. D'accord? Donc, on verra cette mais voilà, on ne rentrera pas dans les détails des autres. D'accord? Voilà. Donc, les caractéristiques de base de OSPF. Donc, OSPF supporte voilà, les CIDR, c'est-à-dire que contrairement à RIP V1, hein, donc on va pouvoir prendre en compte les sous-réseaux, d'accord, et
OSPF va aussi subdiviser les domaines là, de routage en sous-domaines qu'on va appeler des areas. D'accord? Voilà. Donc, en des sous-domaines qu'on appelle des areas, des aires, donc des areas. Et donc, au lieu de considérer voilà, tous les domaines comme un bloc, comme on le fait dans RIP V1 ou V2, ici, on va faire des sous-domaines. D'accord? Parce que dans RIP V1 et V2, on suppose que ces protocoles sont utilisés dans des systèmes vraiment très limités, pas très larges. D'accord? Puisque le hop count même ne peut pas dépasser 15. D'accord? Voilà, donc vraiment, on va utiliser RIP V1 et V2 dans des réseaux de taille vraiment limitée. Voilà, de taille vraiment limitée. D'accord? Alors que OSPF, on peut l'utiliser dans des réseaux de taille vraiment importante, de très grande taille. Et donc, si on ne subdivise pas les domaines en sous-domaines, c'est que les informations de routage qui vont être échangées vont être énormes. Donc, c'est pour ça qu'on fait on subdivise en sous-domaines. Donc, on verra un peu l'intérêt de faire ça. Après. Donc, dans les calculs des routes aussi, dans OSPF, il n'y a pas de boucle. C'est-à-dire que par construction même, de la façon dont on apprend les routes, il n'y a pas de boucles qu'on va avoir. Il n'y a pas de possibilité d'avoir des boucles quand on utilise OSPF. On sait qu'avec RIP, il y a la possibilité d'avoir des boucles. C'est-à-dire qu'un paquet peut circuler dans une boucle pendant un certain temps. D'accord? Et dans OSPF, de manière algorithmique, il n'y a pas de boucle. C'est-à-dire que quand on a la table de routage, on est sûr que on n'a pas de boucle. Donc, les mises à jour des informations de routage sont rapides et le temps de convergence aussi est très rapide. D'accord? Dans RIP V1 et V2, par exemple, donc on a vu qu'en fait, les informations de routage sont échangées à chaque 30 secondes. D'accord? Les update timers, là, c'est 30 secondes. Vous voyez? Donc, ça veut dire que à chaque fois, on attend 30 secondes. Donc, si on a un réseau qui est large, bon, vous voyez que ça va faire plusieurs 30 secondes avant que les informations n'arrivent à certaines informations n'arrivent à certains routeurs. D'accord? Donc, le temps de convergence peut être un peu long. D'accord? Mais avec les triggered updates dans RIP V1 et RIP V2, on arrive à un peu aussi contrôler ça. Mais par construction, dans OSPF, donc les mises à jour et les temps de convergence là sont vraiment rapides. Voilà. C'est très rapide d'avoir une convergence entre les routeurs. Et aussi les échanges des informations de routage. D'accord? Donc, les échanges des informations de routage se font en utilisant des adresses multicast. Voilà. Donc, il y a des adresses multicast qui sont utilisées pour envoyer et recevoir les messages du protocole OSPF. D'accord? Ce ne sont pas des messages unicast ou bien des diffusions qui sont envoyés. Dans RIP, là, on a vu que RIP V1 utilise de la diffusion. D'accord? Voilà, avec OSPF, il y a des adresses multicast qui sont utilisées et c'est grâce à ces adresses multicast-là que les messages sont envoyés et reçus. D'accord? Voilà. Donc, OSPF supporte aussi l'ECMP, c'est-à-dire Equal Cost Multipath. Donc, plusieurs routes qui ont le même coût. D'accord? C'est-à-dire qu'avec OSPF aussi, on peut réaliser l'équilibrage des charges, de load balancing ou bien les routes backup. D'accord? C'est-à-dire que si on a plusieurs routes qui ont le même coût, d'accord?
il y a une route qui va être préférée si les préférences sont différentes. La route qui a la plus petite préférence va être considérée la meilleure route. D'accord? Maintenant, si toutes les routes ont le même coût et la même préférence, dans ces cas, toutes ces routes-là seront mises dans la table de routage. Et donc, dans RIP aussi, dans OSPF, il y a aussi le support pour l'authentification. D'accord? Donc, on a vu que dans RIP V1, il n'y a pas l'authentification. Dans RIP V2, il y a l'authentification. D'accord? Mais dans OSPF, on peut avoir l'authentification. On peut avoir l'authentification basée sur les interfaces ou bien sur voilà, les areas dont on a parlé ici. Voilà, donc, on verra un peu ça en détail. Voilà. Donc, grâce aux caractéristiques, on voit que RIP et OSPF, ce sont des protocoles vraiment voilà, dont les fonctionnements vont être très différents. D'accord? Donc, ça, c'est une comparaison entre OSPF et RIP. Donc, notamment RIP V1 et RIP V2. Donc, le type de protocole déjà, OSPF, c'est état des liens, donc link state, c'est-à-dire que au lieu de calculer le nombre de sauts, on va tenir compte vraiment voilà, d'une métrique détaillée. D'accord? Voilà, au lieu de dire, par exemple, pour aller de Bamako à Gao, hein, on passe par, voilà, par Ségou, par Mopti, d'accord, par Tombouctou. On va dire qu'on a 3 sauts, donc la distance c'est 3 ou bien 4. Donc dans link state maintenant, on va tenir compte de la distance réelle. Donc on va dire que bon, Bamako, Gao, ça fait quel nombre de kilomètres. D'accord? Voilà, donc ça donne plus de détails que l'autre métrique. Parce que le hop count va te dire, bon, entre tel routeur et tel routeur, il y a tel nombre de sauts, il y a tel nombre d'intermédiaires. Alors que le link state va te dire, bon, la distance là, c'est ça. D'accord? Voilà, donc par rapport au débit, on va donner une information plus, voilà, plus pertinente. D'accord? Donc chaque algorithme a son fonctionnement. Donc, OSPF, c'est link state et RIP V1 et V2 sont basés sur distance vecteur. D'accord? Vecteur de distance, c'est-à-dire sur le hop count, voilà, le nombre de sauts. Donc, OSPF supporte le CIDR, même chose que RIP V2, mais RIP V1 ne supporte pas le CIDR, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tenir compte des sous-réseaux dans RIP V1. Et d'ailleurs, quand on fait les sous-réseaux dans RIP V1, il y a certains qui ne vont pas être utilisables, alors que dans RIP V2 et OSPF, ça va. Les VLSM, donc faire des sous-réseaux à longueur variable, donc c'est supporté dans OSPF et RIP V2, c'est-à-dire que quand on subdivise, on fait des sous-réseaux, on peut encore faire des sous-réseaux sur la base des mêmes sous-réseaux là encore. D'accord? Donc l'agrégation, donc on peut avoir l'agrégation dans RIP V2, d'accord? Voilà, et dans RIP V1, mais dans OSPF, il n'y a pas l'agrégation automatique. D'accord? Voilà, dans OSPF, il n'y a pas l'agrégation automatique. Alors que dans RIP V2 et V1, voilà, il y a l'agrégation automatique. Maintenant, dans OSPF, on peut faire l'agrégation manuelle. Voilà, c'est-à-dire que si on a plusieurs sous-réseaux, on veut trouver un sous-réseau qui englobe ces sous-réseaux. D'accord? Donc ça, c'est l'agrégation. Donc ça peut se faire automatiquement. Donc généralement, quand c'est fait automatiquement, ça va donner une agrégation qui est un peu grossière. Mais quand on le fait manuellement, on peut faire une agrégation qui est voilà, très fine, très précise. Donc les échanges des routes, donc ça se fait par multicast dans OSPF et dans RIP V2 et V1, ça se fait par, voilà, par broadcast. Et dans RIP V2, on a la possibilité aussi d'avoir des multicasts, mais ces multicasts-là,
c'est pas dirigé par les événements, mais c'est de manière périodique. Voilà. Alors que dans OSPF, c'est dirigé par les événements. C'est-à-dire que quand il y a un changement, automatiquement, on envoie la mise à jour. C'est-à-dire qu'on n'attend pas un intervalle de temps, voilà, donné pour envoyer les mises à jour. D'accord? Donc, le jeu multicast là est basé sur les changements qui se produisent, les événements. Donc, dès qu'il y a quelque chose, on va faire, voilà, envoyer des mises à jour. D'accord? Alors que dans RIP V2, ben les envois des mises à jour là sont programmés, quoi. C'est-à-dire qu'en réalité, même s'il n'y a rien, on va quand même envoyer parce que c'est programmé à l'avance. Donc, la métrique dans OSPF est basée sur la bande passante, alors que dans RIP V2 et V1, c'est basé sur le hop count. Donc, la convergence des routes est très rapide avec OSPF. Maintenant, elle est lente avec RIP V2. Voilà, dû en fait au update timer là, qui est de 30 secondes. Donc, ça fait que la convergence est... Voilà. Et donc, la limite du hop count. Donc, il n'y a pas de notion de hop count dans OSPF. Donc, il n'y a pas de limite par rapport au hop count. Et il y a une limite par rapport au hop count dans RIP V2 et V1 parce que dès lors que le hop count devient 16, on considère que la route n'est pas joignable. Donc, on ne doit pas avoir un hop count qui est supérieur à 15 parce que si c'est supérieur à 15, là, déjà, ça veut dire qu'on a des routes qui ne sont pas joignables. D'accord? Donc, le voisinage supporte l'authentification dans OSPF et dans RIP V2, mais pas dans RIP V1. Donc, le réseau est hiérarchique dans OSPF, c'est-à-dire qu'on prend un domaine, un système autonome, on va les subdiviser de manière hiérarchique en des sous-domaines, alors que dans RIP V2 et V1, ce concept-là n'existe pas. C'est-à-dire que voilà, le domaine est considéré comme voilà, en entier. Donc, les mises à jour sont événementielles dans OSPF et ils sont, voilà, comment on appelle, voilà, périodiques dans RIP V2 et V1. Et c'est toute la table de routage aussi qu'on va envoyer à chaque fois. D'accord? Alors que dans OSPF, on va envoyer l'information voilà, pertinente, l'information qui est nouvelle ou bien qui a changé. D'accord? Donc, l'algorithme de calcul dans OSPF est basé sur l'algorithme de Dijkstra. D'accord? Alors que dans RIP V2 et B1, c'est basé sur l'algorithme de Bellman-Ford. Donc, ce sont des algorithmes très connus en théorie des graphes. D'accord? Si on veut calculer, on veut trouver les plus courts chemins. D'accord? Donc, il y a l'algorithme de Dijkstra qui va tenir compte voilà, des métriques voilà, avec les coûts. D'accord? Alors que Bellman-Ford va tenir compte juste du nombre de sauts. D'accord? Donc, ce n'est pas la même façon de réfléchir. Donc, il y a un processus de calcul donc des routes dans OSPF. D'accord? Donc, par rapport à la topologie, donc si on a une topologie, ben, une fois qu'on a activé le protocole OSPF sur chacun des routeurs, d'accord, et chacun va maintenant échanger, d'accord, des informations avec ses voisins. D'abord, chaque voisin va essayer de découvrir, chacun va essayer de découvrir ses voisins, d'accord. Les routeurs vont établir des voisinages entre eux et ils vont maintenant commencer à échanger les informations de routage. D'accord? Voilà. Donc, une fois qu'on active donc, le protocole, ben, celui-là, il va envoyer un message
qu'on appelle le message hello, voilà, pour voir qui sont ses voisins. Voilà, et donc, ceux qui vont être ses voisins vont lui répondre et ils vont établir les voisinages. D'accord? Donc, il y a le voisinage qui va être établi. Et maintenant, les routeurs vont échanger des informations de routage qu'on appelle les LSA. Donc, les LSA, ce sont les Link State Advertisements. D'accord? Voilà, Link State Advertisement. Donc, les informations de routage là sont des LSA qui vont être échangées entre les routeurs. Et maintenant, ces informations-là permettent de former ce qu'on appelle la LSDB, donc la Link State Database. D'accord? Donc, ils vont former la LSDB. Dans la LSDB, dans la base de données des états des biens, d'accord? Donc, on a les LSA. Voilà, donc chaque routeur a envoyé des LSA, donc on forme cette base de données-là. D'accord? Et donc, grâce à cette base de données, ça va nous permettre en quelque sorte de, voilà, de construire les graphes voilà, des routeurs, des réseaux, ainsi de suite. D'accord? Parce que c'est comme si chaque routeur dit, bon, ah, moi j'ai un voisin qui est joignable à telle adresse, j'ai un autre voisin qui est joignable à telle adresse, je peux joindre tel réseau, je peux joindre tel réseau. Donc, chacun envoie ces informations. Et donc, l'ensemble de ces informations permet d'avoir un graphe. D'accord? Et maintenant, à partir de ces graphes, maintenant, on va appliquer l'algorithme SPF qui va permettre, pour chaque réseau de destination là, de pouvoir calculer le plus court chemin. Donc, la racine de l'arbre qu'on va avoir, les shortest path tree, d'accord? C'est-à-dire qu'à partir du graphe qu'on va avoir grâce à la LSDB, on va prendre pour chaque destination, on va essayer d'extraire un arbre, d'accord, qui est le shortest path tree, qui permet en fait, grâce voilà, à partir d'un routeur donné, d'aller vers tous les sous-réseaux, tous les réseaux donnés avec une distance voilà, minimale, donc, une métrique minimale. D'accord? Donc ça, c'est le shortest path tree. Et maintenant, à partir du shortest path tree, du SPT, on va pouvoir donc extraire maintenant les routes. On va pouvoir calculer les routes et les mettre dans la table de routage. Donc, initialement, les routeurs, ils vont d'abord établir les voisinages entre eux. Et maintenant, ils vont échanger les informations de routage. Grâce à ces informations-là, on va former la LSDB. Et à partir de la LSDB, maintenant, on va appliquer l'algorithme SPF pour avoir le SPT, le shortest path tree. Et à partir du STP maintenant, SPT, on va pouvoir maintenant former la table de routage. D'accord? Donc, cette LSDB-là, voilà, dans chaque area, tous les routeurs, en fait, vont avoir exactement la même LSDB. Dans chaque area, on va subdiviser les domaines-là en sous-domaines. Et dans chaque sous-domaine-là, en fait, la LSDB va être la même. Donc, l'objectif aussi des areas, c'est de faire en sorte que la taille de la LSDB là, ne soit pas très grande. Voilà, c'est la LSDB, c'est comme c'est l'information qui te donne le graphe. Donc, plus le graphe est large, donc le nombre de nœuds et d'arcs est grand, ça veut dire que l'algorithme va prendre du temps voilà, à s'exécuter. D'accord? Voilà, donc l'histoire des areas, là, ça permet de faire en sorte que la taille de la LSDB là, soit voilà, limitée. Voilà, pour permettre que l'algorithme s'exécute rapidement. D'accord? Voilà, parce que plus la taille de la LSDB est grande, plus ça va prendre du temps voilà, de calculer les routes. C'est bon? Donc, on a dit que les routeurs vont s'échanger différents types de paquets. D'accord? Ils s'échangent différents types de paquets pour différents besoins. D'accord?
dans RIP, par exemple, pour s'échanger les routes, on a vu qu'il y a deux types de paquets. D'accord? Donc, il y a un paquet de demandes, de requests, d'accord? Et il y a un paquet response. C'est-à-dire qu'au départ, ben, les routeurs, dès qu'on va les configurer, on lui fait RIP, voilà, et on configure on donne les réseaux. Automatiquement, le routeur, il va envoyer des requests. D'accord? C'est-à-dire qu'il va demander à ses voisins potentiels de lui envoyer leur table de routage. Voilà. Donc, une fois que le request est envoyé, maintenant, prochainement, ben, il n'y a que réponse qui circule de manière périodique. D'accord? Maintenant, ici, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que dans RIP, en fait, les routeurs n'établissent pas formellement voilà, un voisinage. Alors qu'ici, les routeurs établissent d'abord un voisinage. Voilà. Chacun sait qui sont ses voisins. D'accord? Chacun sait qui sont ses voisins. Et il envoie donc les mises à jour à ses voisins. D'accord? Donc, pour réaliser tous ces échanges-là, il y a un premier type de paquet qu'on appelle le Hello Packet. Donc, le Hello Packet, son objectif, c'est uniquement de pouvoir établir le voisinage. D'accord? Établir le voisinage et maintenir le voisinage. D'accord? Voilà. Donc, tout ce qui a à répondre avec ça, c'est le Hello Packet qui permet de faire ça. Donc, un routeur va envoyer un Hello Packet pour permettre aux autres qui sont ses voisins de savoir, ah, il y a quelqu'un qui est directement connecté avec moi, qui est mon voisin. Et donc, l'autre aussi va confirmer. Voilà, donc ils vont établir le voisinage. D'accord? Et il faut savoir maintenir aussi le voisinage. Parce que j'ai un voisin à un instant T, ne veut pas dire qu'il va rester mon voisin à l'instant T plus, voilà, plus 1 ou plus 10. D'accord? Parce qu'il peut ne plus être là. Voilà. Donc, périodiquement, les routeurs vont s'échanger des Hello Packets pour toujours s'assurer que leurs voisins sont, voilà, sont là et actifs. D'accord? Ensuite, il y a les DD Packets, donc Database Description Packet. C'est-à-dire qu'avant d'échanger les informations, chacun envoie, voilà, un DD Packet. Donc, le DD Packet, ce n'est autre chose qu'une description des informations locales que chaque routeur connaît. D'accord? Il va envoyer ça à ses voisins. D'accord? Et maintenant, ces DD Packets-là va permettre à chaque voisin de regarder et savoir quelles sont les informations qui lui manquent lui. D'accord? Voilà. Chaque voisin maintenant va regarder quelles sont les informations qui me manquent. C'est-à-dire que le routeur, dans OSPF, il ne va pas immédiatement envoyer toute sa table de routage au voisin. D'accord? C'est comme s'il envoie un catalogue. Il te dit, bon, voilà les informations que j'ai localement. D'accord? Il va te donner une description des informations qu'il a chez lui. Et maintenant, l'autre routeur va regarder, OK, bon, moi j'ai ça, et bon, je n'ai pas cette information-là. Et donc, il va maintenant demander, OK, bon, tu peux m'envoyer telle information. Et donc, c'est grâce au LSR qu'on va faire cette demande-là. Donc, les LSR, voilà. Donc, le link state, les LSA request, d'accord? Donc, le LSA request permet maintenant à un routeur de demander, voilà, un LSA en particulier, d'accord? Voilà, dans les DD packets, c'est une description des LSA, d'accord? Maintenant, le routeur qui a besoin d'un LSA donné va demander ces LSA-là dans un LSR, donc les LSA request. D'accord? Donc, une fois qu'on a demandé un LSA avec les LSR, donc celui qui a les LSA en question, il va répondre avec un LSU.
dans le LSA update, c'est-à-dire qu'il va maintenant envoyer les LSA qui ont été demandés dans un paquet qu'on appelle le LSU. D'accord? Et maintenant, le LSAC, c'est le Link State Acknowledgement. D'accord? Donc, ça permet d'accuser réception maintenant d'un LSA donné. D'accord? Donc, le hello ici, ça permet à quelqu'un de dire, bon, qui sont mes voisins? Et les voisins vont lui répondre, ok, bon, moi je suis là, je suis là, je suis là. Et maintenant, ils vont établir les voisinages entre eux. Donc là, le voisinage aussi est établi selon des processus bien déterminés. D'accord? Et maintenant, une fois que les voisinages sont échangés, ils vont commencer maintenant à s'échanger les informations. Donc, au lieu d'envoyer les vraies infos, on va d'abord envoyer, d'accord, une description de ces informations-là. C'est-à-dire, on envoie les catalogues. Voilà, c'est comme avec les produits. Au lieu d'envoyer les produits même d'abord, on va envoyer un catalogue. Voilà, et selon le catalogue, tu regardes, ok, bon, c'est de ça dont j'ai besoin, et tu demandes ça. On va t'envoyer. D'accord? Donc, avec les Didi Packets, voilà, le voisin va pouvoir demander les informations qu'il veut avec les LSR. D'accord? Et avec les LSR là maintenant, l'autre va pouvoir envoyer les LSU, les updates. D'accord? Et une fois que les LSU là sont reçus, ben, on envoie un LSA. Donc, réception, accusé de réception. D'accord? Donc, il y a deux types de relations entre les routeurs dans OSPF. Donc, il y a le voisinage et l'adjacence. Donc, c'est deux notions, voilà, différentes. D'accord? Mais bon, pour être adjacent, il faut d'abord être voisin. D'accord? Voilà, il y a le voisinage et il y a l'adjacence. Par exemple, dans ces réseaux-là, ici, dans ces réseaux de diffusion, RTA a trois voisins. Donc, les voisins, c'est voisins directs, quoi. Donc, il n'y a pas de... Hein? D'accord? Comme dans RIP, en fait, les voisins sont vraiment ceux qui sont directement connectés, quoi. D'accord? Donc, ici, RTA a trois voisins. Il y a celui-là, celui-là et celui-là. D'accord? Mais, il n'est pas adjacent aux trois. D'accord? Donc, il a trois voisins. Donc, tout routeur qui est directement connecté est un voisin. Mais tout routeur directement connecté n'est pas forcément un adjacent. D'accord? Donc, il y a plusieurs types de réseaux dans OSPF. D'accord? Donc, il y a les réseaux point à point. Ça veut dire qu'en fait, dans ça, entre les deux routeurs, là, il y a rien. Ils sont directement connectés. Donc, on appelle ça des liaisons point à point. Donc, il y a des protocoles, point à point qui sont là, qui résistent de tels types de liaisons. Mais il y a des protocoles aussi, des réseaux aussi de type diffusion. Donc, Ethernet, c'est un protocole diffusion. D'accord? Voilà, c'est-à-dire qu'à partir d'une source, on peut envoyer la même information à plusieurs destinataires, voilà, à tous les autres, voilà, du même réseau. Alors que dans PPP, par exemple, ou HDLC, il n'y a pas cette notion de diffusion, de broadcast. D'accord? Voilà, donc ça c'est le réseau broadcast. Donc il y a aussi des réseaux de type NBMA. D'accord? Non-broadcast multi-access. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la division, mais à partir d'une source, on peut accéder à plusieurs destinations. D'accord? Voilà, donc ça, c'est des réseaux de type full mesh ATM. D'accord? Donc, non-broadcast multi-access. Et il y a aussi des réseaux point-to multi-point.
voilà, point to multipoint, c'est-à-dire d'un point, on peut aller à plusieurs points, mais il n'y a pas de diffusion. D'accord? Donc, ça, c'est les réseaux de type, voilà, qui ne sont pas full mesh, hein, en frame relay, par exemple. C'est-à-dire, quand on n'a pas une topologie complètement maillée, voilà, avec les frames relay. Voilà, ça, c'est par exemple le point to multipoint. Donc, en résumé, en fait, par rapport au type de réseau, c'est chaque réseau, type de réseau, c'est une façon particulière, voilà, pour les échanges des informations, quoi, dans les réseaux. Voilà, on connaît beaucoup plus Ethernet parce qu'on sait comment les informations sont échangées sur Ethernet, comment le routeur fonctionne, comment voilà, les switches aussi fonctionnent, comment l'information est, voilà, est échangée. D'accord? Voilà, donc pour chaque type de réseau, les informations sont échangées selon des règles bien données. Donc il y a 4 types de réseaux qui sont supportés par le OSPF. Voilà. Et donc, il y a, selon certains types de certains réseaux, par exemple les réseaux NBMA, d'accord, les réseaux NBMA et les réseaux de broadcast, voilà, donc les réseaux NBMA broadcast, donc NBMA, un réseau de type full mesh ATM, d'accord, broadcast, un réseau de type Ethernet. Ça veut dire que sur une topologie comme ça, en fait, si on a une topologie comme ça, si tout le monde est directement adjacent, ça veut dire que tout le monde va s'échanger directement les informations de routage. D'accord? C'est-à-dire que RTA va envoyer à celui-là, il va envoyer là, il va envoyer à l'autre. D'accord? Et à chaque fois que les autres routeurs aussi ont quelque chose à envoyer, ils vont envoyer aux 3 autres. Oui. Donc, du coup, dans cette configuration, si on a plusieurs routeurs qui sont connectés dans le même réseau de diffusion, ça va faire beaucoup d'échanges d'informations qui n'est pas très utile parce que ça va surcharger les réseaux. Donc, pour cette raison, sur les réseaux de diffusion là, ou bien les réseaux NBMA, l'adjacence n'est pas établie entre tous les routeurs. Les routeurs sont voisins, mais ne sont pas adjacents. Donc, l'adjacence, ça signifie que 2 routeurs peuvent s'échanger directement les informations de routage. C'est-à-dire le voisinage, ça veut dire qu'on établit juste le voisinage pour savoir que, bon, voilà, j'ai un voisin, il existe, il est là, c'est tout. D'accord? Maintenant, l'adjacence signifie qu'il est possible d'échanger des informations de routage entre nous. D'accord? C'est ça l'adjacence. D'accord? Maintenant, sur un réseau de diffusion, si tout le monde est adjacent, ça va faire un bourdonnement terrible sur le réseau. C'est-à-dire que tout le monde va envoyer les informations dans tous les sens. Donc, au lieu de faire ça, on va élire un routeur qu'on va appeler le DR, d'accord, qu'on appelle le designated router. D'accord? Ce designated router-là, il va lui aussi avoir un suppléant qu'on appelle les BDR, les Backup Designated Router. C'est-à-dire qu'on fait une élection pour élire ces DR-là et ces BDR. Et donc, désormais, maintenant, sur le réseau de diffusion, les autres routeurs, au lieu de s'échanger directement les informations de routage, ils vont envoyer au DR et au BDR. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que chaque routeur sur le réseau de diffusion va établir une adjacence avec le DR et le BDR. D'accord? Voilà. Il va envoyer au DR et au BDR, mais il n'envoie pas aux autres. D'accord? Maintenant, c'est le DR qui va être chargé d'envoyer les mises à jour maintenant aux autres. D'accord? Parce que lui, il est adjacent avec tout le monde. Lui, il va envoyer aux autres. D'accord? Le BDR, lui, son rôle, c'est le rôle de suppléant.
c'est quand le DR est en panne, comme lui, il a aussi toutes les informations, il va devenir le DR et il va continuer le travail. D'accord? Donc, c'est des backups DR. D'accord? Les backups DR. Donc, on élit un DR et un BDR. Et ces DR et BDR là vont être adjacents à tout le monde. D'accord? Et maintenant, chacun va échanger les informations de routage avec les DR et les BDR. Maintenant, c'est les DR qui va être chargé d'échanger ces informations-là avec les autres routeurs. Voilà, pour éviter que tout le monde ne s'échange directement les informations. Parce que cela va utiliser beaucoup les réseaux. Ça va générer beaucoup trop d'échanges. Donc, plus le nombre de routeurs va augmenter, d'accord, plus la bande passante du réseau va être utilisée. Et donc, en utilisant la notion du DR et du BDR, on optimise les échanges sur le réseau. D'accord? Donc, c'est ça l'objectif d'avoir les DR et les BDR. C'est bon? Voilà. Donc, le voisinage, on établit le voisinage en utilisant les hello. Voilà, les hello packets. D'accord? Et on maintient le voisinage grâce à ça. Maintenant, pour pouvoir s'échanger les informations de routage, c'est-à-dire pour pouvoir échanger les DD packets, les LSR, les LSI, les LSA, il faut être adjacent. Voilà. Il faut être adjacent. Et donc, sur les différents types de réseaux, l'adjacence n'est pas réalisée de la même façon. Voilà. Donc, sur les réseaux de type broadcast, il y a d'abord un DR et BDR qui est élu et tout le monde va être adjacent avec ces deux-là. Voilà. Donc, les autres ne vont pas être adjacents entre eux. D'accord? Donc, on a dit qu'il y a la notion de area dans OSPF. D'accord? Donc, la notion de area, en fait, ça permet de subdiviser le domaine en plusieurs sous-domaines. Donc, l'objectif, c'est en fait que par area, qu'on puisse diminuer la taille de la LSDB, la Link State Database. D'accord? Voilà. Donc, si on a un réseau de taille vraiment limitée, on peut faire OSPF Single Area. Donc, c'est-à-dire, on peut faire OSPF sur une seule area. Voilà. On peut faire une seule area dans OSPF, comme on peut faire plusieurs. Ben, si c'est nécessaire de faire plusieurs areas, on fait plusieurs areas. C'est comme quand on a un groupe de personnes. Si on voit que, bon, pour des raisons de gestion, il faut avoir plusieurs sous-groupes de personnes, ben on peut le faire. Voilà. Mais si vous êtes 2 ou 3, peut-être que faire des sous-groupes ne va pas être nécessaire. D'accord? Voilà. Donc, même chose ici, si on a un réseau de taille très limitée, on peut faire OSPF avec une seule area. D'accord? Voilà. Mais dans OSPF, il y a une area qui est area particulière, qu'on appelle l'area 0. Donc, les areas là ont des numéros. Voilà, les areas ont des numéros. Et donc, il y a une area particulière qu'on appelle l'area 0, donc le backbone area. D'accord? Et donc, dans OSPF, forcément, il faut qu'on ait ces areas 0 là. Voilà, ces areas 0 là, il est obligatoire. Voilà, donc il est obligatoire. Donc, ces areas 0 va servir comme une sorte de rond-point entre les autres areas. C'est comme un carrefour. D'accord? Donc, il est obligé qu'on ait area 0. Donc, si on veut, ben, on va avoir une seule area, donc c'est area 0. Si on veut, on va avoir plusieurs areas, ben, on aura area 0 quand même. D'accord? Voilà, il faut forcément area 0.
Et maintenant, on va avoir plusieurs routeurs dans une area. Donc, dans une area, on a plusieurs routeurs. Et donc, chaque routeur a un routeur ID. D'accord? Chaque routeur a un routeur ID. Et le routeur ID, c'est sous la forme d'une adresse IP. D'accord? Voilà, 1.1.1.1 ici, par exemple, pour le routeur qui est là. 2.2.2.2 ici. 3.3.3.3. Voilà, donc c'est sous la forme d'une adresse IP, mais ce n'est pas interprété comme une adresse IP, d'accord? C'est noté comme ça, sous cette forme décimale pointée là, d'accord? Voilà, donc chaque routeur doit avoir un routeur ID, d'accord? Chaque routeur doit avoir un routeur ID. Maintenant, il est préférable qu'on configure un routeur ID. C'est-à-dire que l'administrateur, s'il va configurer, ben, il est préférable qu'il configure un routeur ID. Mais la configuration du routeur ID n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme derrière, que même si on n'a pas configuré de routeur ID, dans OSPF, il y a une manière de déterminer automatiquement un routeur ID pour le routeur. Voilà. Et ce routeur ID là, il est déterminé en prenant la plus grande adresse IP des interfaces loopback. D'accord? Voilà. Si on a des interfaces loopback, ben, ça a la plus grande adresse IP des interfaces loopback. Ou bien la plus grande adresse IP des interfaces physiques. Voilà. D'accord? Voilà. Donc, le routeur ID, là, c'est comme ça. On a les droits de donner le routeur ID qu'on veut. Et c'est celui-là qui va être pris comme routeur ID pour le routeur. Ou bien, si on ne donne pas de routeur ID, le routeur va quand même avoir un routeur ID. D'accord? Qui est déterminé en prenant la plus grande adresse IP des interfaces loopback. S'il n'y a pas d'interface loopback, ça sera la plus grande adresse IP des interfaces, voilà, physiques. D'accord? Voilà. Ça, c'est la règle concernant les routeurs ID. Donc, il est préférable que vous-même vous configurez les routeurs ID parce que le routeur ID vous permettra d'identifier le routeur quand vous affichez voilà, voilà, la liste des voisins. Hein, ce sont les routeurs ID qu'on va voir. Et donc, si vous avez choisi vous-même les routeurs ID, vous pourrez reconnaître facilement voilà, les routeurs. Mais quand même, il y a un moyen d'avoir les routeurs ID automatiquement. C'est bon? Le routeur ID, il est obligatoire, mais sa configuration n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si tu ne le configures pas, on aura quand même un routeur ID. Donc, pour configurer OSPF sur ces réseaux, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner un routeur ID d'abord. Donc, on va donner un routeur ID à notre routeur. Donc, comme on a dit, cette configuration-là, elle n'est pas obligatoire. Oui, mais c'est mieux qu'on le fasse. D'accord? Voilà, parce que ça nous permet de numéroter nos routeurs voilà, de façon qu'on a choisi nous-mêmes. D'accord? Voilà. Donc, on peut donner le routeur ID. Ensuite, maintenant, il faut activer OSPF en tapant OSPF. Donc, si on ne met pas de numéro de processus, le numéro va être voilà, automatiquement 1. Donc, si on tape OSPF, ben c'est OSPF 1. Mais si on veut avoir un autre processus, ben on tape un autre numéro. Voilà, OSPF 2, OSPF 3. D'accord? Donc, ça permet d'avoir un autre processus OSPF. Mais quand on ne met pas de numéro, les numéros, par défaut, c'est les 1. C'est comme dans RIP. Voilà. Dans RIP, quand tu fais RIP, ben c'est RIP 1. Voilà. Si tu veux autre chose,
Ce n'est pas la version, hein, c'est le numéro de processus. D'accord? Voilà. Et maintenant, voilà, on va taper AREA parce qu'on peut avoir plusieurs AREA. Voilà, on peut avoir plusieurs AREA et donc il faut taper AREA 0. Mais si on fait AREA 0, vous voyez là, ça nous met 0.0.0.0, c'est-à-dire que lui, il va les convertir sous la forme décimale pointée. D'accord? Voilà, si tu veux, tu mets 0.0.0.0, mais voilà, et lui, il va les faire quand même de toute façon, comme ça. Voilà. Donc, on peut donner nos AREA là, comme ça, 0, 1, 2, 3, et puis ça va se faire automatiquement. D'accord? Et maintenant, dans chaque AREA, il y a des réseaux qu'il y a à publier. Donc, on va utiliser la commande network. On utilise la commande network, comme dans RIP, mais sauf que ici, on utilise les réseaux là tels qu'ils sont. D'accord? Si j'ai un sous-réseau 1.1.1.1.1/32, ben je mets le 1.1.1.1.1. D'accord? Alors que dans RIP, ben on met 1.0.0.0, c'est-à-dire qu'on prend les réseaux avec les classes par défaut. Donc ici, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il donne le réseau voilà, tel qu'il est. D'accord? Et on donne à la suite le wildcard masque. Ce n'est pas le masque, mais c'est l'inverse du masque. D'accord? C'est-à-dire que quand tu prends des masques, partout où tu as des 1, tu les remplaces par des 0. Partout où tu as des 0, tu les remplaces par des 1. Donc, ça te donne l'inverse du masque. Donc, ici, avec le 1.1.1.1.1/32, c'est lui qui est là. D'accord? On a partout des 1. Donc, si on remplace tous les 1 par des 0, ça va nous donner 0.0.0.0. D'accord? Et pour déclarer ces réseaux-là aussi, ben, ça va être network 10.1.1.0/24. Ça veut dire qu'on a 255.255.255.0. Donc, les 1, on va les remplacer par des 0. Et les 0, on les remplace par des 1. Donc, ce qui va faire que ça va nous donner 0.0.0.255. D'accord? Le /24 là va devenir comme ça. Voilà. Et le /32 va devenir comme ça. D'accord? Voilà. Et donc, le routeur ID, ça permet de configurer le routeur ID 1.1.1.1, ça permet de configurer le routeur ID. Et OSPF ici permet d'activer OSPF. Et maintenant, si on a plusieurs AREA, dans chaque AREA, on rentre, on fait AREA, le numéro de l'AREA, et on va faire network pour donner l'adresse du réseau et suivi de l'inverse du masque. D'accord? Pas des masques, l'inverse du masque. Voilà. D'accord? Donc, ça, dans chaque AREA, on va voir quels sont les réseaux qu'on veut mettre dans ces AREA-là. Donc, en fait, une AREA, ce n'est autre chose qu'un ensemble de réseaux. Voilà. C'est-à-dire que dans ton OSPF, il y a des AREA. Et dans chaque AREA, c'est en fait un ensemble de réseaux qu'on va publier là-bas. D'accord? Voilà. Donc, sur routeur 2 aussi, ben, on fait là, routeur B, on fait la même chose. On va donner le routeur ID 2.2.2.2. D'accord? Ensuite, on va faire OSPF. D'accord? Ensuite, on va faire AREA 0 parce que lui aussi, il est entièrement dans AREA 0. D'accord? Et on va donner les réseaux. On va donner quoi? Les réseaux 2.2.2.2. Voilà, espace 0.0.0.0 parce que c'est cela standard ici. Et le réseau 10.1.1.0. Voilà, espace 0.0.0.255.
D'accord? Voilà, donc ça c'est la configuration de, bon, on n'a pas mis la configuration du routeur B, donc on va, voilà. Donc une fois qu'on a fait la configuration, ben, on peut voir les routes qui sont apprises, d'accord? Donc ici par exemple sur le routeur A, on peut faire display OSPF routing, d'accord? Et on va voir les routes apprises. Vous voyez, donc sur RTA, il y a la route 2.2.2 vers celui-là qui est apprise. Il y a la route qui est apprise vers ça et vers ici. Ou bien on peut faire display IP routing protocol. Voilà, des display IP routing table protocol OSPF. Voilà, donc on peut faire ça aussi. Donc, quand on a plusieurs areas, il y a d'autres notions qui vont intervenir. D'accord? Donc, quand on a une seule area, ça va être forcément l'area 0. Donc, l'area 0 est appelée backbone area. D'accord? Donc, tous les routeurs qui sont entièrement dans l'area 0, on va les appeler des backbone routers, des BR, backbone routers. D'accord? Et maintenant, les autres areas vont être connectés en fait à l'area 0. Voilà. Donc, les autres areas vont être connectés à l'area 0 à travers un routeur. Et ces routeurs-là, on va les appeler des ABR. D'accord? Voilà. Chaque area là va être connecté à l'area 0. Voilà. Et donc ici, les ABR là sont des routeurs qui ont au moins une interface qui est dans l'area 0. Voilà. Donc les ABR. D'accord? Donc on a obligation d'avoir l'area 0 et on peut avoir plusieurs autres areas et chaque area doit être connectée à l'area 0 à travers un ABR. Et un ABR, c'est un routeur qui a au moins une interface dans l'area 0. Donc ABR, Area Border Router. D'accord? Area Border Router. Donc, il y a plusieurs types de routeurs. Donc, les routeurs qui ont toutes leurs interfaces dans Area 0, c'est Backbone Router. D'accord? Backbone Router. Et les routeurs qui ont au moins une interface dans l'Area 0 sont les ABR. Donc, Area Border Router. Et les routeurs qui ont toutes leurs interfaces dans un autre area, voilà, qui est l'area 0, ce sont les internal routers. D'accord? Et il y a des routeurs particuliers qui, en fait, quelle que soit leur position, on va les appeler ASBR parce que ils vont importer des routes dans le protocole OSPF. D'accord? Donc, on va les appeler des AS Border Routers. Voilà. Ce n'est pas le fait qu'ils sont sur, voilà, qu'ils sont des ABR ou autres. C'est seulement la fonction qu'ils assurent. C'est parce qu'il y a des routes qui sont apprises par d'autres moyens. D'accord? Voilà, qui sont d'un autre système autonome. Et maintenant, ces routeurs-là, ils importent cette route-là dans OSPF. Donc, c'est pour ça qu'on va l'appeler ASBR. Donc, AS Border Router. Donc, il y a les backbone routers. Toutes les interfaces sont dans l'area 0. Les ABR, au moins une interface dans l'area 0. Et ce sont les ABR qui servent des moyens d'interconnexion entre les autres areas et l'area 0. Les internal routers ont toutes les interfaces dans une autre area qui n'est pas l'area 0. D'accord?
Et les ASBR, c'est eux qui importent d'autres routes dans OSPF. D'accord? Donc ici, on a OSPF multi-area. Ben, la configuration, cette fois-ci, ben, c'est la même chose, hein, sauf qu'on a plusieurs areas. D'accord? Donc ici, on a area 1, area 0, area 2. Donc, une bonne conception dans OSPF, c'est qu'il faut que tous les areas soient connectés à l'area 0. D'accord? Donc ici, quels sont les ABR ici? Voilà, RTB est un ABR. RTC aussi est un ABR. D'accord? RTA et RTD, là, sont quel genre de routeurs? Voilà, ce sont des internal routers parce que toutes leurs interfaces sont dans. Voilà, RTA, là, toutes ces interfaces sont dans area 1. RTB ou RTD aussi. D'accord? Donc les ABR là, c'est RTC et RTB. D'accord? Voilà, on n'a pas de backbone router. Voilà, donc ceux-ci là sont les ABR qui assurent le backbone, le fonctionnement du backbone ici de l'area 0. D'accord? Voilà. Alors, donc la configuration, ben, on peut aller sur RTA. Donc, même processus, on va donner un routeur ID, on va activer OSPF, on va dans l'area 1. Bon, sur routeur A, il n'y a pas de area 0 parce que lui, il a toutes ses interfaces dans l'area 1. Voilà, donc on va faire network pour donner les réseaux, l'inverse du masque. Le réseau inverse du masque. On a dit que c'est obligatoire d'avoir area 0, mais cela ne veut pas dire que sur chaque routeur, il faut configurer area 0. D'accord? Donc, sur ce routeur-là, il n'y a pas area 0, parce qu'il est entièrement dans area 1. D'accord? Voilà. Maintenant, sur RTB, lui, il est un ABR. Donc, ça veut dire que area 0 doit apparaître dans sa configuration. Et il y a area 1 aussi qui doit apparaître. Parce que son rôle, c'est d'interconnecter area 1 et area 0. D'accord? Donc, pour area 1, bon, on décide de quels sont les réseaux qu'on met dans area 1 et quels sont les réseaux qu'on met dans area 0. D'accord? Donc, logiquement, ici, c'est ces réseaux-là, les 10.1.2.0 qui va être dans area 0. D'accord? Et maintenant, ces autres-là, on peut les mettre dans area 1. Voilà, donc il y a le réseau qui est là et qui est là. D'accord? Ensuite, RTC, la configuration est la même parce que lui aussi est un ABR. Donc, on configure le routeur ID, on active OSPF, on va dans area 0 et on va dans area 2. D'accord? Donc, RTD, donc pareil. RTD, la configuration est pareille que RTA parce que lui aussi, c'est un internal router. Donc, un internal router. Et donc, on va faire routeur ID, OSPF, area 2 seulement, puisqu'il n'y a pas area 0. Voilà, et on fait les networks. Et la configuration est bonne. Donc, un moyen de faire des vérifications, c'est d'utiliser la commande display OSPF peer. C'est-à-dire, on va afficher les voisins. Peer, c'est voisin. Donc, afficher les voisins d'un routeur. D'accord? Et donc, on va afficher le processus OSPF-C. Voilà, c'est le processus 1. D'accord? Et le routeur ID de ce routeur-là, c'est le 2.2.2. Et on a les voisins par area. D'accord? Et on a les voisins area 0
D'accord? Area 0, les voisins, c'est lesquels? C'est les routeurs qui a l'ID 3.3.3, c'est-à-dire RT quoi? RTC. Voilà, Area 0. D'accord? Et Area 1, les voisins, c'est le routeur qui a l'ID 1.1.1.1. Et ça, c'est Area, c'est routeur. Voilà, c'est RTA. D'accord? Donc, parfois, quand il y a des problèmes, on peut afficher la liste des voisins. Ça nous permet de voir est-ce que notre routeur communique vraiment avec les bons routeurs. D'accord? On peut aussi regarder la table de routage, voilà, c'est-à-dire les routes apprises par OSPF. Donc, on peut faire display IP routing table. Donc, ça nous permet de voir la table de routage en entier. D'accord? Donc, quand on fait display IP routing table protocole OSPF, ça nous permet de voir les routes OSPF uniquement. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est des moyens de vérification. Voilà. Donc, des questions hein, donc pour voilà, vérifier si vous avez bien compris. D'accord? Donc, vous essayez de répondre à ces questions. Voilà. Donc, merci. Donc, on va faire un TP.